Bonsoir, chers amis de Radio Urumuri, d'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos émissions de ce soir. Vous êtes avec votre serviteur Aloïse Simunga. Je vous ai préparé les émissions d'aujourd'hui avec amour et avec application, en espérant que nos émissions vont vous être très utiles dans vos connaissances et dans vos actions. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec des invités qui vont m'aider à analyser la situation dont nous allons parler ce soir. Je suis avec Monsieur Théobald Rutihunza. Théobald Rutihunza est un militant, un grand militant des droits de l'homme. Il est d'ailleurs le président de RIPODOR, ça veut dire Réseau international pour la promotion et la défense des droits de l'homme au Rwanda. Nous sommes avec l'ambassadeur d'Agizimana Jean-Marie Vianney, aussi un diplomate de carrière qui a écrit pas mal de livres sur le Rwanda, mais aussi sur la région des Grands Lacs. C'est un habitué de Radio Urumuri, tout comme Théobald Rutihunza d'ailleurs. Donc, il n'y aura pas beaucoup de présentations, mais les salutations sont quand même de mise. Commençons par l'aîné. Monsieur Théobald Rutihunza, bonsoir. J'espère que vous allez bien chez vous à Lyon. Oui, bonsoir très chers amis. C'est un grand plaisir de vous revoir et de partager ces moments qui sûrement vont profiter à beaucoup de personnes. Je salue aussi Jean-Marie, et notre ambassadeur et ministre des Affaires étrangères, qui absolument rend des services que personne ne peut oublier. Merci pour tout ce que vous faites. À vous. Oui, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Théobald Rutihunza, pour avoir été des nôtres ce soir. Et votre apport dans nos analyses n'est pas aussi la moindre. Hein. Vraiment, c'est tout au contraire d'une grande richesse. Bonsoir, ambassadeur d'Agizimana Jean-Marie Vianney. Vous êtes bien chez vous? Comment vous allez? Écoutez, je vais bien, merci. Je salue d'abord et surtout notre doyen, Théo Rutihunza, qui bêche et bêche et bêche depuis plus de 25 ans pour faire passer les droits de l'homme au Rwanda avant tout le reste. Et c'est très important à travers la RIPODOR, d'abord l'IPRODOR, et puis persécuté par le régime du FPR. Il a dû fuir et n'a pas lâché le morceau. Il a recréé avec ses amis le RIPRODOR, cette fois-ci en exil. Et c'est grâce à lui que nous sommes tous agrippés sur ce bateau qui va nous mener sans doute à bon port. Évidemment, je salue aussi tous nos téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, Théobald et moi, nous sommes des sociétaires, en fait, de Radio Urumuri. C'est notre bébé, mais c'est vous qui l'avez élevé, éduqué, Aloïse et votre équipe de Radio Urumuri. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est le minimum qu'on puisse faire, c'est de soutenir notre radio et de l'alimenter. Voilà, je vous remercie. Merci pour avoir été tout le temps présent quand on a fait recours à vous, surtout, parce que c'est ça qui fait la radio. C'est le travail journalier et ce sont les contributeurs qui viennent à la radio. C'est ça qui fait vraiment la radio. Nous ne sommes que, nous, animateurs, journalistes, nous ne sommes que des serviteurs qui font le relais entre vous et la population. Merci donc d'être avec nous encore une fois ce soir, parce que vous allez nous être utile pour un sujet qui date, qui a beaucoup fait couler d'encre, qui a beaucoup fait couler de salive ou sécher de salive.
en tout cas un sujet que nous avons traité et dont nous avons parlé plusieurs fois sur notre radio. C'est donc le sujet en même temps diplomatique, qui revêt un caractère diplomatique, et en même temps qui revêt un caractère droit de l'homme. C'est pourquoi vos personnalités se complètent pour que notre analyse de ce soir soit vraiment la plus utile possible. Je commence par, en quelques phrases, rappeler la problématique entre le Rwanda et le Royaume-Uni, où le gouvernement du Royaume-Uni a voulu envoyer des migrants qui affluent très nombreux chez eux et de façon souvent illégale. Et ce gouvernement a voulu envoyer tous ces migrants à partir de cette année 2022 jusqu'à une autre année indéterminée. Tout le temps, ces migrants, aussitôt qu'ils arrivent au Royaume-Uni, les envoyer au Rwanda, soi-disant pour être filtrés et traités, dont les dossiers doivent être traités pour la demande d'asile ou l'acheminement dans les pays où ils doivent aller. Et cela, bien sûr, devait se faire moyennant finance. Le Royaume-Uni, au moment où je vous parle, nous allons y revenir, a déjà versé 20 millions de livres d'avance pour le Rwanda. Et aussi, d'après le tribunal, ce qui s'est dit hier au tribunal, ça 20 millions qui devraient être avec le premier contingent qui devait aller au Rwanda au mois de mai, si je ne m'abuse. Mais ils n'y ont pas été parce que le tribunal des droits de l'homme, le tribunal européen des droits de l'homme a arrêté cette opération alors que les migrants et l'avion étaient sur l'aéroport de départ. Avec les raisons dont je ne vais pas m'attendre ou m'étendre pour l'instant, nous allons y revenir. Mais les associations des droits de l'homme et d'autres associés, d'autres partenaires ne se sont pas arrêtés là parce qu'ils ont voulu que cette politique qui avait été menée par le Premier ministre, l'ancien M. Boris Johnson, et la secrétaire d'État aux Affaires intérieures, Mme Preet Patel, ces deux ont géré ce dossier tout seuls, comme des grands, et sous disons, sous leur bureau, parce que avec les informations dont nous disposons, très peu de fonctionnaires du Royaume-Uni savaient réellement ce qu'ils faisaient. C'est le tribunal qui l'a révélé, c'est pas moi. Voilà. Le dossier est donc là. Et hier, cette fois-ci, le tribunal de grande instance ou le tribunal de la Cour suprême du Royaume-Uni a commencé un procès aussi parce qu'il y avait eu des plaintes des associations, des organismes des droits de l'homme et aussi des syndicats du Royaume-Uni parce qu'ils sont aussi impliqués. Et ils avaient porté plainte auprès du tribunal donc de la Cour suprême du Royaume-Uni. Et le procès qui a débuté hier, le 5, prendra fin, si tout va comme prévu, le 9 de ce mois. Donc, pendant 5 jours, ce tribunal va examiner la plainte et juger et prendre des décisions qui s'imposent, ou alors
ils décideront de stopper la politique ou ils prendront d'autres décisions qui s'imposeront. Voilà donc le résumé du dossier. Mais nous sommes aussi des Rwandais. Nous sommes aussi, disons, concernés par cette politique du Royaume-Uni. Nous sommes des diplomates de carrière qui savent les relations des pays, le respect avec lequel les pays doivent, disons, être en relation. Nous sommes les militants des droits de l'homme qui avons suivi ce problème de droits de l'homme, une question de droits de l'homme de près. Donc, nous allons essayer de voir cette situation. Mais entre-temps, disons que politiquement, au Royaume-Uni, la situation, pendant que cette situation était dans les tribunaux, comme je viens de le décrire, en politique aussi, ça a bougé parce que si ce dossier a été géré, je dirais, comme en privé, par des fonctionnaires de l'État, ça a eu des répercussions parce que et le Premier ministre Boris Johnson a démissionné. Je ne sais pas si c'est le dossier des migrants qui l'a fait démissionner parce que il avait aussi d'autres dossiers à côté. Tout récemment, Madame Patel vient aussi de démissionner. Donc, les deux qui géraient le dossier presque en privé viennent de démissionner et dans leur parti et dans la gestion de l'administration. Ce qui fait que actuellement, le problème va être géré par d'autres personnes. Si la politique devrait continuer, ce sera avec d'autres fonctionnaires, d'autres dirigeants politico-administratifs. Ce qui va nous amener aujourd'hui à donner vraiment nos avis sur le dossier et la tournure que le dossier devrait vraiment prendre. Merci donc, chers invités, chers honorables invités, d'avoir été dans cette émission. Et je vais commencer par une question tout à fait simple et banale à M. Théobald Rutihunza, le doyen. Il faut dire que ces migrants que le Royaume-Uni a l'intention d'envoyer au Rwanda, ces migrants, ils encourent vraiment beaucoup de risques. Parce que c'est ça la clé du problème. Parlez-nous-en, M. Théobald Rutihunza. Est-ce que ces migrants encourent vraiment des risques à être envoyés au Rwanda? Bon, pour commencer, je dois d'abord rectifier parce que ce n'est pas la Cour suprême qui est en train d'examiner ce dossier, c'est la Haute Cour qui est maintenant, ce dossier est entre les mains des juges Lewis et Switz et il est en train d'être examiné par la Haute Cour, ce n'est pas encore au niveau de la Cour suprême. L'autre élément qui devrait attirer notre attention, c'est que cette affaire auquel vous avez dit qu'il avait un caractère diplomatique et était relatif aux droits de l'homme, moi je trouve que plutôt il revêt absolument un caractère criminel. Pourquoi? Parce qu'il se rattache aux relations tarifées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Les relations tarifées, que ce soit pour entre hommes-femmes, des relations sexuelles tarifées, ça s'appelle la prostitution. Que ce soit maintenant entre ces migrants
qui sont trafiqués entre deux pays. Ça s'appelle le trafic d'êtres humains, parce qu'il y a l'argent qui est au centre de cette relation. Vous avez dit qu'ils ont payé déjà 20 millions de livres sterling. C'était un montant important pour quelqu'un qui n'a déjà rien fait, juste pour conclure un traité. Donc, ces relations tarifées portent un nom. C'est du commercial et ça échappe à la diplomatie, ça échappe aux affaires humanitaires, ça entre directement dans la criminalité, qui est juridiquement, maintenant on a des définitions qui qualifient ces relations, quel qu'il soit, à quel niveau qu'il soit. Donc, il ne faut pas craindre de le dire. Et pour revenir à la question, ce qui m'effraie maintenant, c'est ce qui effraie les droits de l'homme, c'est la mise en cause de la Convention régissant les réfugiés, la Convention de 1951 du HCR. Et on est en train d'externaliser l'asile. On est en train de refouler des responsabilités aux États moyennant un paiement, comme pour une prostitution, comme pour du commerce d'êtres humains. Donc, le premier dérapage consiste en l'externalisation du droit d'asile. Vous avez parlé de migrants. OK, les migrants, bon, ils peuvent aller où ils veulent. S'ils viennent se ravitailler ou chercher des richesses ou trouver enfin, eux, ils ne sont pas persécutés là où ils sont. Ils peuvent aller et venir, on peut les mener là où ils veulent. Ça importe peu. Mais que les réfugiés qui sont persécutés dans leur pays soient transférés dans un pays qui ne garantit rien, qui plutôt devra procéder aux magouilles pour les accueillir, pour faire semblant de les accueillir. Et c'est ce qui est très dangereux. Et pour les amadouer, qu'est-ce que vous avez vu? Ils ont mis en place des hôtels, des piscines pour les allécher. C'est pour seulement, parce que même ailleurs, même dans les grandes puissances comme les États-Unis, ils n'accueillent pas des réfugiés pour qu'ils aillent passer des journées à nager, enfin, pour des vacances. Et puis même des vacances de 5 ans. Ça correspond à quoi? Donc c'est justement on les lourd, on les trompe. On est en train d'abuser d'eux. Pour dire, ah, venez, chez nous, il y a des hôtels, l'hôtel des îles, avec des piscines, voilà. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Parce que ce même accueil a été réservé déjà aux demandeurs d'asile qui étaient renvoyés d'Israël. C'est dit déjà vu. Donc, recommencer ça, juste en monnayant un accueil qui ne vaut pas la peine, c'est là où réside la criminalité dont je parlais tout à l'heure. Oui, merci, M. Théobald Otivunza, surtout de nous faire la différence entre les migrants et les demandeurs d'asile. Jusqu'à présent,
selon les informations que nous avons eues, on ne sait pas encore distinguer ceux qui demandent de l'asile et ceux qui sont migrants. Ils ne se définissent pas. Donc, ils sont en danger, ils viennent au Royaume-Uni. Voilà. Si le gouvernement britannique les avait déjà filtrés et triés, il n'aurait pas besoin qu'ils aillent au Rwanda. À ce moment-là, le gouvernement britannique déciderait, voilà, si toi tu dois retourner dans ton pays d'origine, tu y vas. Si toi tu dois rester, tu y restes. Mais ce qu'ils ont fait, c'est de prendre tous ces gens qui arrivent depuis 2022, de les envoyer au Rwanda, qu'ils soient migrants, qu'ils soient demandeurs d'asile, et que c'est au Rwanda de déterminer si tel peut avoir droit à l'asile, si tel peut avoir droit à ceci ou à cela, selon sa situation. Donc, c'est au Rwanda d'en décider, et je trouve que c'est là où se trouve le danger. Mais il y a encore, je crois, d'autres risques d'aller au Rwanda comme étant réfugiés. Peut-être l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, qui suit de près aussi la politique intérieure du Rwanda, peut vous compléter par tous ces risques que ces gens-là encourent en allant au Rwanda. Est-ce que la politique rwandaise d'accueil des migrants, est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce que comment le Rwanda, avec quel humanisme le Rwanda traite sa population, pour commencer? Avec quel humanisme le gouvernement rwandais traite les réfugiés? Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, pour compléter ce qu'a dit notre ami Théobald Rutihunza. Je vous remercie pour la question et je remercie aussi l'introduction faite par Théobald Rutihunza. Mais avant d'arriver au Rwanda, avant de parler des bons ou mauvais traitements qu'ils peuvent subir parce qu'ils ne sont pas encore au Rwanda, moi, je vais revenir sur le process, la procédure même qui a abouti à cette décision, qui est viciée, qui est, comme l'a dit Théobald, qui relève d'une certaine criminalité visible ou invisible. Hein. Déjà au niveau de la Grande-Bretagne, beaucoup de négligence et de mépris à l'égard des diplomates britanniques. Parce qu'avant cette décision, avant qu'on décide d'envoyer des migrants ou des réfugiés, vous avez bien voulu faire le distinguo, et c'est vrai, eh bien, l'ambassade de Grande-Bretagne au Rwanda, le haut-commissaire, comme on les appelle, l'ambassadeur avait prévenu son gouvernement, prévenu que le Rwanda est un pays qui violait systématiquement les droits de l'homme, prévenu qu'au Rwanda, les réfugiés étaient maltraités, et prévenu qu'au Rwanda, certaines personnalités du régime s'enrichissaient sur le dos des réfugiés. Tout ça a été noté dans un rapport crédible. Ce qu'ils ont fait à Londres, entre Patel et Boris Johnson, c'est que tout simplement, ils ont pris ce rapport, ils l'ont extrait des services qui devaient l'examiner tout à fait normalement, donc selon la procédure normale, interne, après qu'une ambassade ait fait son rapport. Le rapport est examiné par les services des affaires étrangères et comme il s'agit d'un dossier relevant aussi du Home Office, c'est-à-dire des affaires intérieures, par les services du ministère de l'Intérieur, eh bien, cela n'a pas été fait. Ils ont contourné cette procédure et cela fait penser à ce qu'on avait déjà vécu de 2010 à 2012 à Londres. Au ministère des Affaires étrangères et du développement international, qui était à l'époque occupé par un certain Andrew Mitchell. Andrew Mitchell, c'est celui que vous retrouvez aujourd'hui comme conseiller de Kagame. Et en 2010-2012, hein, il était secrétaire d'État au développement international de Grande-Bretagne. Eh bien, ce monsieur-là, en fait, avant même de quitter le gouvernement, il avait signé un contrat d'ordre personnel, il avait signé un contrat de consultance avec le gouvernement rwandais. Eh bien, la veille, 24 heures avant son départ,
il a ordonné un transfert de 500 000 livres, comme livres, c'est-à-dire livres sterling, pour aider un projet rwandais à l'insu de tout le monde. Ça avait fait scandale il y a 10 ans exactement. Et puis, bah, on a effacé l'ardoise, on s'est dit, bah, on n'a rien vu. Et Andrew Mitchell est parti, il est devenu conseiller de Kagame. Aujourd'hui encore, il conseille le gouvernement rwandais pour tout ce qui est relations internationales. En fait, c'est un influenceur, c'est un lobbyiste. Rappelez-vous qu'à la même période, il y a aussi un autre qui s'appelle l'ancien Premier ministre, Blair. Lui aussi était conseiller du président Kagame et du gouvernement rwandais en matière économique, en matière de coopération. Ça veut dire, là aussi, un influenceur, un lobbyiste au profit du gouvernement rwandais. C'est-à-dire que tout ce que Kagame veut, même si c'est illégal en Grande-Bretagne, eh bien, ils vont s'arranger pour que ça passe. C'est ça le phénomène criminel dès le départ. Je vous assure que si dans ce pays, des enquêtes étaient menées par rapport aux relations interpersonnelles qu'il y a entre certains responsables anglais et le gouvernement rwandais, il y aurait des scandales. Il y aurait des grands scandales entre ce que... Il y a déjà des scandales, ambassadeur Legizimana Marie-Vianney. On n'en fait pas un scandale qui mérite l'attention des services justement chargés de traiter les scandales. C'est ça le problème. Ils savent contourner. Alors, autre chose, c'est, puisque vous avez parlé des conditions d'accueil au Rwanda, il y a 2 jours, j'ai suivi l'interview de deux anciens occupants, c'est-à-dire des rescapés Tutsis qui occupaient One Dollar Home, je pense. $1 campaign. $1 campaign. Et ils ont construit des homes. Voilà. Ils ont construit des homes pour accueillir les rescapés du génocide des Tutsis. Eh bien, ces jeunes gens-là, c'est des Rwandais qui n'avaient pas de ressources, qui n'avaient pas où se loger, des rescapés pauvres. En tout cas, quelqu'un les a sélectionnés comme tels et les a installés dans ces maisons, dans ces homes construits par la campagne de $1 campaign. Certaines personnes qui vivent avec nous ici nous ont raconté comment ils ont payé. C'était c'était pas forcé. Il y en a qui ont payé à la place de $1, qui ont payé $1,000, d'autres 500, d'autres $2,000. En tout cas, c'était une campagne bien nourrie et je pense qu'il a rencontré beaucoup de succès. Et tant mieux, parce que c'était pour aider des jeunes pauvres. Eh bien, les 2 Rwandais donc, qui ont été évacués du home des rescapés, ils ont raconté dans quelles conditions ils ont été évacués. Eh bien, rappelez-vous, Madame Pratel est allée à Kigali. Et quelques jours avant son arrivée, des envoyés d'Ibuka et de certains services rwandais sont allés voir les rescapés du home en question, le principal qu'on nous a montré à la télévision, où il y a des piscines, où les gens nageaient, où le propriétaire expliquait que les rescapés, plutôt les migrants ou réfugiés venus de Grande-Bretagne seraient mieux traités que même la moyenne des Rwandais. On a vu ces films, hein, on a vu les documentaires. Eh bien, on a donc raconté tout un roman aux jeunes occupants rescapés Tutsis. On leur a dit, on va vous promener, vous allez visiter le parc, vous allez, juste pour éviter qu'au jour de la visite de Madame Pratel, la secrétaire d'État Home, je crois, les affaires intérieures, elle était secrétaire d'État de quoi déjà? Secrétaire d'État au ministère des Affaires intérieures. Voilà. Et donc, pour éviter qu'elle n'arrive en leur présence et qu'elle pose éventuellement des questions, on a raconté des bobards, on a menti à ces jeunes gens et ils sont partis tout contents d'aller faire un tour dans le parc ou là. C'est ce qu'ils racontent aujourd'hui eux-mêmes, dépités et déçus. Eh bien, à leur retour,
ils étaient tout simplement évacués sans aménagement. C'est ce qu'ils disent, hein? Donc on n'a aucune raison de douter de ce qu'ils racontent, de douter de leurs témoignages. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête de la part du gouvernement rwandais, ce n'est pas honnête de la part des organisations chargées de la question des rescapés, qui ont menti une fois de plus, comme en 1994, à ceux dont ils sont censés être responsables. C'est là que je continue de parler de sacrifice. Ces jeunes gens, ils n'ont pas utilisé le terme sacrifice, mais c'est ce ils l'ont signifié en fait, dans les termes Kinyarwanda bien choisis. Apparemment, ils n'ont pas peur de ce qui peut leur arriver. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout dire. On leur a menti. Et là, ils sont à la belle étoile. Ils n'ont pas été pris en charge. Vous voyez? Donc, en amont, il y a problème. Et en aval, il y a problème. Autre chose que je voulais quand même signaler, je l'ai déjà dit dans une autre émission, il faut savoir que autant en amont, au niveau de Londres, il y a des gens qui se sont engraissés, le gouvernement rwandais a encaissé de l'argent sans avoir rien fait, parce que tout simplement, le Premier ministre, Mme Patel, l'ont voulu. Ils ont voulu aider des amis. Mais il faut savoir qu'à l'arrivée, très probablement, si d'abord on commence par chasser les rescapés qui occupaient ces hommes, ces maisons, en les tournant en bourrique, excusez-moi d'utiliser des termes vraiment des termes basiques pour expliquer cette réalité, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne vont pas procéder comme cela a été le cas pour les migrants ou les réfugiés venus d'Israël? Théobald l'a dit, hein, il en a parlé, ou pour ceux venus de Libye. Il y a aussi des témoignages d'anciens réfugiés venus de Libye et d'Israël qui racontent ce qui se passe une fois qu'ils sont au Rwanda. Parce que, contrairement à ce qu'on nous raconte, qu'il y a un camp à Gashora, où il y a... Non, à Gashora, c'est un résidu de quelques réfugiés qui ont bien voulu rester parce qu'ils ont été agressés, parce qu'ils ont été intéressés, pour qu'ils restent et pour qu'ils servent je sais pas, de cobaye. Eh bien, lorsque ces migrants réfugiés arrivent au Rwanda, ce qui se passe selon les témoignages de ces réfugiés, j'ai eu plusieurs témoignages d'Éthiopiens, d'Érythréens, de Soudanais, de quel pays encore? Eh bien, quand ils arrivent là, d'autant qu'ils ont chacun une petite bourse, on leur donne 5 000 $ chacun. Et en parallèle, le Rwanda est payé aussi par tête de réfugiés. Eh bien, quand ils arrivent au Rwanda, ils sont détroussés. Les personnes qui vont les recevoir à l'aéroport leur disent clairement, écoutez, vous venez, on vous mettra dans des hôtels payants et c'est vous qui payez. Et ces hôtels appartiennent à des personnalités du FPR, du régime de Kagame. Et l'opération est gérée par un certain John. Tous les témoignages ont cité le même agent. C'est un agent des services secrets rwandais qui s'appelle John. Et après vérification, il se fait que c'est quelqu'un de la famille de Paul Kagame. Eh bien, il les met dans des hôtels et quelques jours après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient les voir de nouveau, chacun, sauf qu'après, ils se retrouvent tous au même endroit, à la frontière ougandaise. Il les transfère à des agents des services ougandais, bien sûr, ni vu ni connu, à des heures où personne ne voit ça. Et comme les pauvres, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas où ils sont. Peut-être qu'on leur dit qu'ils vont faire du tourisme dans le parc. Eh bien, ils arrivent en Ouganda et en Ouganda, ils sont reçus et pris en charge de nouveau par les amis de John. Les mêmes amis des Ougandais cette fois-ci, mais aussi des Rwandais, qui leur donnent des passeports, contre paiement, bien sûr. Des passeports rwandais et ougandais, et qui les mettent à la frontière d'un autre pays tiers, avec des billets d'avion, avec ou alors d'autres moyens de déplacement, de transport. Eh bien, on leur dit, remontez, si vous pouvez remonter jusqu'en Libye, certains revenaient de Libye, hein.
C'est surtout ceux d'Israël qui ont insisté. On nous a dit, allez en Libye et quelqu'un vous attend là-bas pour vous introduire en Europe. Pour certains, ça a été un succès. Parce que deux de ceux qui témoignaient se trouvent en Europe, en Grèce, en Italie, et l'autre, je pense, à Londres déjà. Et il raconte évidemment qu'à la fin du processus, il n'avait plus d'argent. Parce que le réseau de John, à partir de Kigali, de Kampala et de Tripoli, il a agi efficacement pour certains, mais pas pour d'autres. Donc, vous voyez que c'est une mafia, en fait. Qu'on cesse de nous raconter qu'il s'agit d'actions humanitaires. C'est une mafia qui, en réalité, qui s'enrichit au passage sur le dos des réfugiés à plusieurs niveaux. Au départ, le gouvernement étranger, Israël ou la Grande-Bretagne ou l'Union européenne paye au gouvernement rwandais. Au gouvernement rwandais qui cède le dossier à John, qui appartient au réseau de la famille du président, c'est ce qu'on nous a dit, avec confirmation. Et puis ensuite, le paiement, tout ce que le réfugié avait, tout ce qui lui restait, c'est pour avoir un passeport, des visas, et remonter de nouveau vers la Libye. Vous comprenez, c'est vraiment un trafic international d'êtres humains, comme notre doyen Théobald l'a dit. C'est exactement ce terme. Et si on doit un jour porter plainte ou faire une pétition contre ce système-là, c'est ce terme qu'il faudra qu'on utilise. Ce n'est pas un transfert de réfugiés, c'est un trafic d'êtres humains. Mais j'ai une question supplémentaire juste à ce niveau, ambassadeur légitimement Jean-Marie Vianney. Oui, bon. Il y a des documents qui montrent, donc c'est le tribunal qui a obligé à lui montrer, ou je ne sais pas si une perquisition a été faite ou si c'est par ordre du tribunal, ils ont, ceux qui ont géré le dossier sous la table, c'est-à-dire les deux personnalités que j'ai citées tout à l'heure, le Premier ministre Boris Johnson et la secrétaire d'État Patel, ils avaient enterré des documents qui montraient qu'ils avaient été mis en garde par des fonctionnaires dûment en fonction officielle qui ont fait leurs enquêtes et qui les ont mis en garde que justement ce circuit de mafia international, comme vous l'avez bien démontré, en envoyant les migrants au Rwanda, ils les envoyaient justement dans ce système. Les documents ont été déterrés par les tribunaux. Nous l'avons tous lu, nous l'avons tous appris, que certains ne peuvent même pas, de par leur délicatesse, ne peuvent pas être rendus publics. Donc, pour dire que votre analyse est juste, et si cela se savait que le gouvernement britannique a envoyé des milliers de gens dans un commerce de migrants en collaboration avec le Rwanda, ces documents, ça serait vraiment délicat de les mettre, de les rendre publics. Alors moi, je pense, je n'affirme pas que Londres savait qu'ils étaient au courant, qu'ils soient au courant de ce trafic au niveau du Rwanda et de l'Ouganda. Parce que c'est le même chemin. Eh bien, Israël le sait. Israël a fait des enquêtes. Des journalistes israéliens sont allés au Rwanda. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était en 2014-15, je crois, nous avions, je pense, été les premiers à la tribune franco-rwandaise à diffuser cela. Parce que nous avions aussi été en contact avec... Justement, voilà. Ambassadeur de Jean-Marie Vianney, si moi, Aloïse Simponga, simple journaliste, si j'ai lu plusieurs articles qui sont passés dans les journaux israéliens, ce n'est pas un diplomate de carrière qui a manqué ces articles, de tels articles, notamment
les diplomates anglais qui sont à Kigali ou ailleurs. Mais eux, ils le savent. Ceux qui étaient à Kigali, justement, c'est là le drame. Les diplomates britanniques au Rwanda le savaient et l'ont écrit. C'est pourquoi ces rapports disparaissent. C'est pourquoi il y a des éléments, des rapports de leur ambassade, des rapports même de certains services sur place au Rwanda doivent absolument disparaître. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Andy Mitchell. Ce personnage-là, retenez son nom. Andy Mitchell, c'est un ancien secrétaire d'État au développement international. Et aujourd'hui, il travaille pour le gouvernement rwandais. Il est consultant de Paul Kagame, il est conseiller de Paul Kagame, et je pense qu'il reste très influent. Savez-vous que nos collègues, nos compatriotes qui ont eu des problèmes en Angleterre, de sources sûres, il était mêlé à ça. Je voudrais bien qu'Andy Mitchell, peut-être, me demande de lui prouver ça, mais je sais. La preuve même, c'est que chaque fois qu'il y a eu des interrogatoires ou des procès contre nos compatriotes, c'est sa secrétaire qui suivait les procès au jour le jour et qui restait au tribunal pour faire rapport à son patron. Et de toute façon, la filière a été démontée. Eh bien, il était au courant de tout. Tous les moyens de chantage qui ont été utilisés pour faire peur à nos compatriotes, pour protéger le régime du FPR. Eh bien, il y a ces personnalités-là. Vous le savez, Tony Blair a joué ce rôle aussi pendant des années. Quelque temps après, il a dû modérer ses énergies pour ne pas se faire trop voir, parce qu'on lui a écrit des courriers, parce que c'est quand même une personnalité d'envergure autre que le simple Tony Blair qu'on connaît. Tony Blair, sur le plan international, est une personnalité reconnue et appréciée par certains, pas par nous. Et donc, Andy Mitchell, il nous appartient aussi d'en parler, à notre manière de faire connaître la vérité, parce que ce n'est pas normal qu'un secrétaire d'État au développement international de UK, ce n'est pas normal qu'il devienne conseiller d'un gouvernement étranger au lendemain de la fin de sa mission, en 2012. Ce n'est pas normal. Il y a de la corruption dans l'air. C'est un peu comme un ancien ministre des Affaires étrangères français qui s'est retrouvé conseiller de Bongo, de Koné, de certains autres, au lendemain du jour où il a quitté le gouvernement. Ce n'est pas normal. C'est comme un ancien chef d'État dans certains de nos pays ici, qui est devenu le monsieur bons offices entre le gouvernement rwandais et certains autres gouvernements en Europe. Ce n'est pas normal. Ça s'appelle de la corruption. Puisque vous parlez de ces mains invisibles qui sont derrière, d'ailleurs, qui sont visibles parce que vous les avez vues. Bon, ces gens-là qui tirent les ficelles, ils sont par-ci par-là dans le gouvernement britannique, mais ils sont aussi dans la chancellerie rwandaise. Je pense que c'est même le quartier général de ce commerce. Je voudrais qu'on en parle. Il y a certainement des gens qui sont dans ce commerce, mais même si c'est un sujet qui regarde la diplomatie, on va d'abord entendre M. Théobald Rutihunza qui connaît aussi, qui est informé, hein, un citoyen bien informé. La chancellerie rwandaise en Royaume-Uni, il y a aussi des agents du Rwanda qui font que ce commerce, comme j'utilise donc le mot que vous avez utilisé, d'ailleurs que vous avez appelé criminel, tout ce trafic dans cette ambassade. Racontez-nous, M. Théobald Rutihunza, ce que vous savez justement du fonctionnement de cette ambassade, et surtout actuellement. Oui, je reviens un peu sur l'appellation de ce partenariat, parce qu'ils l'ont appelé partenariat pour la migration et le développement économique. Donc, vous voyez déjà la confusion qu'ils sèment dès le départ. Un partenariat, ça fait deux pays qui échangeraient
des personnes. Mais on sait que les billets qui sont donnés aux migrants sont des billets à sens unique. Ils vont pour rester quoi qu'il en coûte. Donc ça, c'est déjà le début de la mafia. Donc on voit déjà le vol. Mais quels sont les stratèges, les acteurs principaux de ce vol? Ça se passe dans les chancelleries. Bon, là, pour ceux qui sont, pour les chancelleries britanniques qui sont basées à Kigali, vous voyez, ils sont honnêtes. Ils ont fait des rapports. Ils ont rédigé et le rapport a dit, attention, les migrants qui pourraient se retrouver au Rwanda pourraient servir d'agents armés pour déstabiliser les pays voisins. Là, il a dit attention, même d'autres fonctionnaires dont on dit qu'ils sont anonymes, mais c'est pour ne pas les nommer. Bon, là, ils ont fait des rapports. Ils ont dit, écoutez, ce pays est spécial. Ils ont dit tout ce qu'ils savaient du Rwanda. Et c'est là où on dit que ces secrets, ces documents, s'ils étaient rendus publics, ça nuirait aux bonnes relations entre les deux pays. Parce que ce sont des documents secrets, mais trop critiques envers notre pays. Là, il ne veut même pas le blesser. Mais le juge quand même a dit, bon, des documents, des 11 documents, on peut révéler 7 qui sérieusement méritent d'être connus par le public. Le public avait intérêt à connaître le contenu de ces documents. On les verra, mais les documents cachés, ce sont justement les documents qui décrivent ce vol, cette criminalité dont on parlait. Et qu'est-ce qui tisse ces histoires? Ils sont tissés par les experts de la technique rwandaise. Il y en a. Et à Londres, on a un expert, un certain ambassadeur nommé tout récemment, tambour battant. Les gens ont dit, mais ce monsieur, on le trouve dans tous les coups. L'ambassadeur Boris, pas Boris Johnson, Johnson Musinge. Johnson Musinge, l'ambassadeur, on le trouve dans tous les coups fourrés. Vous l'avez dans les détournements d'avions, vous l'avez dans les affaires de chambre. Son nom revient à Banyahe, à Kangondo. Son nom réapparaît partout, dans toutes les affaires rouges. Et là, s'il a été nommé pour représenter le président Kagame, c'est que le choix du président porté sur cet homme est très significatif. Un type qui est capable d'accomplir sa mission de manière décomplexée. Et c'est bien lui qui d'ailleurs n'a pas honte de dire, oh, cet avion-là, ce monsieur-là, c'est nous qui l'avons. Mais il est dans tous les coups. Et dans vous avez raison, le coup le plus récent et le plus célèbre, c'est le détournement d'avion qui a amené Paul Rusesabagina au Rwanda au lieu du Burundi. Il a été
démontré que c'était Johnson Busingye qui était en même temps ministre de la Justice. Donc, vraiment... C'est lui qui il a admis. Oui. Il a admis dans une interview à la radio Al Jazeera. La télévision Al Jazeera. Bien lui que c'était son œuvre. Donc, ça n'a plus de doute. Et puis le timing, l'avoir nommé ambassadeur au Royaume-Uni juste pour commencer ce dossier, à la minute ou au jour même où ce dossier a commencé, ça veut dire qu'il est allé là-bas, il a été nommé là-bas pour gérer, entre autres, ce dossier. Donc, vous voyez l'amplitude, l'importance qu'on donnait déjà à ce dossier. Si cela devait conditionner la nomination de tel ambassadeur et plutôt que tel autre, c'était pour gérer ce document, ce dossier bien précis. Comme il est spécialiste et qu'il a une longue expérience dans le trafic et le détournement des êtres humains, comme vous l'avez dit, tout montre que donc la criminalité, le caractère criminel de toute cette histoire. Merci Théoba Routi-Hunza, mais je voudrais vous appuyer aussi, parce qu'en préparant ce dossier, excusez-moi, j'ai tenu à rappeler que le gouvernement rwandais n'est pas le saint, l'humaniste pour traiter des réfugiés qu'il accueille. Évidemment, il a un langage sucré pour attirer les migrants, les gens qui se baladent par-ci, par-là dans le monde, qui n'ont pas d'assises quelque part dans tel autre pays. Le gouvernement rwandais a les paroles sucrées pour les attirer chez lui. Mais est-ce que ce n'est pas l'humanisme? Non, parce que ceux qui ont été au Rwanda, nous allons voir comment ils sont traités. Je vais vous montrer un rapport de Human Rights Watch, justement sur la façon dont le gouvernement rwandais traite les réfugiés qui sont chez lui, qu'il a accueillis. Le rapport plutôt d'Amnesty International, excusez-moi, je les confonds, le rapport d'Amnesty International a été fait sur les homicides de réfugiés. Donc, dans les camps de réfugiés au Rwanda, il y a beaucoup de criminalité et de morts. Et ici, présentement, dans ce rapport, ils ont beaucoup parlé de la criminalité par les organes de l'État qui tuent les réfugiés et sans raison. Ce rapport, il commence par parler de l'Amnesty International, ce qu'ils sont et ce qu'ils font, mais c'est un rapport de 23 pages, donc on ne va pas le lire en entier. Mais si vous voyez déjà le sommaire, la table des matières, c'est vraiment éloquent. Donc, il parle de réactions violentes face aux manifestations. Si les réfugiés qui sont au Rwanda ont le malheur de revendiquer quoi que ce soit, ils sont traités comment? Ils sont traités comme les réfugiés congolais qui ont été abattus comme donc dans la synthèse ici, comme on le dit, le 22 février 2018, au moins 11 réfugiés congolais ont été tués après que la police a ouvert le feu sur des manifestants dans la ville de Karongi, dans le camp de réfugiés de Kiziba. Tous deux tués dans l'ouest du Rwanda, situés dans l'ouest du Rwanda. Donc, ces deux locations, ces deux emplacements.
D'autres opérations de police menées à Kiziba, donc dans le camp de réfugiés des Congolais, en avril et en mai, ont donné lieu à des affrontements entre les réfugiés et la police, au cours desquels au moins un réfugié est mort de ses blessures. Donc, portant le nombre de 12 tués par la police rwandaise. Ce sont, on ne va pas lire tout le rapport, c'est vraiment affreux. Si on doit lire les faits, comment ces choses se sont passées. Mais on ne va pas le faire. Je voulais seulement montrer que le gouvernement rwandais, lui qui demande aux réfugiés de venir, aux migrants de venir, aux demandeurs d'asile de venir au Rwanda, s'ils doivent y aller, c'est à leur risque et péril. Parce qu'à la moindre contradiction, le gouvernement rwandais, il tire dans le tas. Ça, c'est d'Amnesty International. Je pourrais parler, d'ailleurs, vous aussi, chers invités, vous savez des cas ici ou là où le Rwanda vraiment maltraite les réfugiés qu'il a accueillis. Contrairement à cette image qu'il faut miroiter des hôtels, des piscines, qu'il faut miroiter comme quoi ce sont des infrastructures pour accueillir les migrants, il faut voir que ceux qui sont déjà là, comment ils sont traités, nous venons de le voir. Voilà, donc je voulais un peu aider à votre analyse d'être visible, palpable, crédible et sans aucun doute possible. Alors, la question est, on va toujours y revenir, le gouvernement britannique savait tout ça. Et ils sont allés outre. Ils savaient que en faisant entrer ces migrants dans ce circuit, c'était un circuit peu clair, comme vous l'avez décrit, criminel. Ne pas le savoir, c'est aussi criminel. Si le gouvernement britannique devait prendre cette décision à la légère, sans faire une étude approfondie de l'endroit où ils envoient les migrants, je pense que c'est rien de plus criminel que ça. Alors, il n'y a pas besoin de faire des preuves de comment, de quel danger vraiment risquent ces migrants. Eux-mêmes, ils sont informés. Eux-mêmes, ils ont dit que ils vont se tuer, ils vont se suicider au lieu d'aller au Rwanda. Nous avons des éléments ici et le monde entier le connaît, le sait. Et le gouvernement britannique continue cette politique, veut continuer cette politique. C'est ça, justement, ce qui rend les gens interrogatifs. On se dit, mais on connaît des républiques bananières qui sont peu regardants sur les droits de l'homme, mais ici, nous sommes en train de parler du gouvernement britannique. Le modèle le plus en vue pour le respect des droits de l'homme. Et je crois que ça va changer pas mal dans la politique de l'accueil des réfugiés et des migrants. Vous, M. Théobald Rutihunza, qui êtes membre des droits de l'homme, donc militant des droits de l'homme, je crois que là-dedans, vous avez beaucoup à faire. Mais la question que je vais vous poser, parce qu'on va finir dans 5-10 minutes, la question est... Oui, ça va, avant de revenir chez Théo, j'aimerais ajouter un élément par rapport à ce que vous venez d'affirmer. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Parce que vous dites que, voilà, ils tuent des réfugiés sans raison, sans... Non, non, il y a des raisons. C'est plus que des raisons, c'est des motifs sérieux. Vous êtes condamné parce que c'est ce qui se passe au Rwanda.
les réfugiés congolais, burundais ou autres qu'on met dans les camps, on leur soumet à la loi rwandaise. Même le HCR ne sait pas ce qui se passe dans ces camps. La preuve en a été au sujet du camp des réfugiés burundais. Rappelez-vous, à un moment donné, lorsqu'on a commencé à parler de recrutement de jeunes gens, de jeunes réfugiés burundais pour Red Tabara, le gouvernement rwandais avait nié, mais c'est le HCR qui a raconté comment cela se passait. Et personnellement, j'ai eu des témoignages d'un soldat rwandais. Au départ, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui voulait m'arnaquer ou qui m'a dit non, non, j'ai aucun intérêt dans cette histoire. Je veux tout simplement témoigner. Il venait d'arriver en Tanzanie et de fait, il est resté. Il s'est même présenté au gouvernement tanzanien. Il a tout raconté. Eh bien, il était à Gako, dans le camp militaire avec les autres soldats rwandais. Et tous les jours, ils exécutaient des réfugiés burundais. Alors, je lui ai demandé, mais pourquoi vous les tuez? Alors, il m'a tout raconté, l'itinéraire, comment ils partent, les prendre vers 4 heures du matin pour les amener à l'armée. Et ceux qui résistaient, ceux qui ne voulaient pas rejoindre les camps d'entraînement, sans prendre en considération de leur ethnie, comme on le disait à l'époque, c'est probablement des Hutus, les jeunes Tutsis, réfugiés qui venaient au Rwanda, qui refusaient de rejoindre le camp d'entraînement, eh bien, pour garder le secret, pour éviter que cela ne s'ébruite, ils étaient amenés quelque part sur la route de Ouamagana, je pense, à un endroit précis. Il m'avait dit, si vous posez la question à des personnes habitant à tel endroit, telle colline, dans une vallée comme ça, eh bien, ils vont trouver des cadavres. Parce que lui, là, il est passé par là. Beaucoup de réfugiés burundais ont été exécutés par l'armée rwandaise, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas rejoindre les recrues de Red Tabara. Les Congolais, c'est la même chose. Rappelez-vous, justement, c'était en 2012, ou je ne sais plus, à Chibouye. C'est plus récemment. Les 11 qui ont été abattus, eh bien, ils avaient commencé à parler. Et puis leurs collègues, leurs amis congolais, des Tutsis, des réfugiés Tutsis du Congo qui étaient là, ils ont raconté pourquoi ils ne voulaient pas rester au Rwanda. Tout simplement, disait-il, on veut nous forcer à rejoindre des troupes rebelles qui vont attaquer le Congo ou qui sont en train de se battre au Congo. Bien, le gouvernement n'a pas pris ça, ils ont pris ça comme d'habitude en disant c'est de la trahison, donc trahison au Rwanda, c'est la mort. Ces réfugiés ne sont pas morts comme ça parce que, enfin, disons, par accident, les militaires ont tiré ou la police a tiré en l'air, ou il y a eu des trucs collatéraux. Non, non, non. Ce n'est pas des effets collatéraux. C'était pour arrêter la résistance de ces réfugiés à qui on avait promis la Lune, à qui on avait raconté qu'ils les avaient sauvés du génocide chez eux au Congo, eh bien, sacrifiés. Et les 11, c'est ceux qu'on a vus. Il y a eu d'autres morts. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères britannique, justement, vient de le montrer. Ils disent non. D'ailleurs, c'est l'ambassade britannique à Kigali. Non. Les jeunes qui viennent, des migrants qui viennent au Rwanda, des réfugiés qui viennent au Rwanda, sont enrôlés dans des armées qui vont déstabiliser les pays voisins. Donc, les Burundais sont enrôlés dans le Red Tabara, comme vous le dites. Ils sont envoyés au Congo pour déstabiliser le Burundi et le Congo. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Hier encore, on a eu des images, hein, des photos, des petites vidéos de réfugiés congolais enrôlés de force, ou en tout cas sur le point d'être enrôlés de force au sein du M23. Ça a été documenté. Ça a été fait hier, avant-hier. Par les experts des Nations Unies qui viennent de donner un rapport qui n'a pas encore été public, mais qui a fuité, les rapports dont je dispose ici. Je parle des événements d'hier, avant-hier. Ce week-end, il y a eu des arrestations
le gouvernement ougandais a forcé les réfugiés congolais à dégager, à partir à s'éloigner de Bunagana, tout simplement parce que ce sont des témoins gênants de ce qui se passe à Bunagana. Ces réfugiés, ils voient des camions ougandais aller et venir, apporter des vivres et des armes au M23, et ça gêne l'Ouganda. Donc, ce qu'ils ont trouvé de bon à faire, c'est d'éloigner ces réfugiés et ensuite les recruter au sein de l'armée du M23. Il y a des témoignages de réfugiés congolais qui viennent maintenant, et ce n'est donc pas par hasard, c'est un processus tout à fait normal pour le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est pourquoi dans les années 1991, 12, 13, le FPR préférait chasser les Rwandais qui étaient dans le nord de Byumba, dont certains étaient massacrés, et c'était aussi pour se débarrasser de témoins gênants. C'était ça, c'est ça le Front patriotique rwandais, c'est ça le régime de Paul Kagame, c'est ça aussi malheureusement la politique, la stratégie suivie par son allié ou son protecteur, Museveni. Il faut vraiment que les Anglais voient les choses, les Français pareil. Hein. Le gouvernement français aujourd'hui donne l'impression de ne pas savoir ce qui se passe ou de savoir mais de fermer les yeux. Oui, c'est un problème géopolitique très important. C'est un problème très important pour la géopolitique dans la sous-région des Grands Lacs que chacun, politicien, diplomate, militant des droits de l'homme, devrait prendre vraiment au sérieux. Comme vous le dites, c'est un problème qui continue. C'est en cours. Et même au moment où nous parlons, il y a des morts. Par le gouvernement rwandais, par le gouvernement ougandais, dans la région, donc, dans l'est du Congo, au Burundi, au sud du Congo, dont on parle peu, mais c'est ça. Et le Rwanda est devenu, disons, la plaque tournante de tous ces mouvements qui déstabilisent voilà, toutes ces armées qui déstabilisent la sous-région. Et l'ambassade britannique a informé spécifiquement son gouvernement à son propos. Le juge vient d'avoir un document. Comment est-ce que ça ne peut pas être criminel? Savoir ces exactions et essayer de les alimenter. Parce que les jeunes Rwandais, les jeunes Burundais, les jeunes Congolais, ils sont fatigués de ces politiques. Ils refusent, c'est pourquoi ils sont tués tous les jours. Mais non, on veut amener des Soudanais, des Érythréens, donc voilà, c'est ça le mouvement. C'est un recrutement au lieu d'être un partenariat de migrants. C'est un recrutement international des gens qui vont déstabiliser la sous-région. Les dirigeants britanniques qui ont commencé ce dossier viennent, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, ils viennent de démissionner. Officiellement, ils parlent d'autres dossiers, mais ils disent que ce dossier de migrants, d'échange de migrants, d'envoi de migrants au Rwanda n'est pas la raison première de ces démissions. Donc, je parle de la démission de Boris Johnson et celle de Patel. Mais après eux, qu'est-ce qui va arriver? Ils ont géré ce dossier sous la table. Maintenant, le dossier est dans le tribunal. Il y a de nouveaux dirigeants britanniques qui vont remplacer ceux qui ont démissionné. Je voudrais qu'on finisse cette émission vraiment en leur prodiguant des conseils qui peuvent les éviter, qui peuvent les aider à éviter vraiment
une catastrophe que vous avez prédit, que vous avez tellement démontré ici. Nous allons commencer par M. Théobald Rutihunza, et puis sur le même sujet, l'ambassadeur d'Exima, Jean-Marie Vianney, pour clôturer cette émission. Monsieur Théobald Rutihunza. Oui, merci. Je vous remercie, Aloïse. Justement, la mayonnaise traitée par Boris et Kagame n'a pas passé cette fois-ci parce que ses compatriotes, notamment l'archevêque de Canterbury, a qualifié cet accord d'immonde et le prince Charles l'a qualifié de effroyable. Ça fait deux grandes personnalités qui, si elles ne sont pas très politiques, mais elles jouissent d'une grande crédibilité et sont très respectées. Donc, ils ont déjà fait leur position. L'accord est immonde et effroyable. Cet accord a été sujet de descente dans les rues, de démonstrations dans les rues de Londres pour le décrier. Donc, il peut rester, mais il ne pourra pas durer. Ce que je conseille, enfin, même si l'on dit que les démissions auxquelles nous assistons, des personnalités ou des parrains de cet accord, si on dit qu'ils n'ont rien à faire avec, mais chaque démission de ces personnalités est accompagnée de ce sujet. On voit que l'accord entre le Rwanda vient en premier lieu ou en deuxième lieu. On ne cite pas, on ne dit pas que c'est la cause, mais ils disent que l'accord controversé entre la Grande-Bretagne et le Rwanda arrive à terme ou est encore en gestation. Donc, on en parle, il est toujours à l'ordre du jour et il court à saison. Parce que, justement, les cache-cache qu'ils ont joués en l'adoptant, maintenant est mis à découvert. Je sais que les juges qui se respectent peuvent considérer les remarques faites de partout sur les méfaits sur le contenu de ce fameux accord, qui met en cause sérieusement le droit d'asile en premier lieu. Parce que vous disiez avant que ce sont les migrants. C'est une façon de... Quand vous mêlez tout ça, cette confusion, c'est pour tromper les gens. Donc, la criminalité commence par là. Pourquoi ne pas déceler cette histoire? Et pour la déceler, que quelqu'un est un migrant ou un réfugié, il faut l'écouter. Or, ces gens ne sont pas écoutés, ils sont directement transférés au Rwanda. Et sous prétexte qu'ils seront entendus au Rwanda. Quand est-ce que le Rwanda est devenu la Grande-Bretagne? Un réfugié ou un migrant qui est venu en Grande-Bretagne, qui a voulu venir en Grande-Bretagne, sa demande doit être examinée en Grande-Bretagne. Et si la Grande-Bretagne se dépouille de sa souveraineté, parce que ça fait partie de sa souveraineté, l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence
de l'État. Donc, s'il confie, s'il transfère ce réfugié, il devrait le transférer avec les compétences. C'est dire que la Grande-Bretagne n'aurait pas besoin nécessairement d'avoir un ministre des Affaires intérieures. Le ministre rwandais peut bien le remplacer. La Grande-Bretagne n'aurait pas besoin d'avoir un ministre des Affaires étrangères parce que cette affaire relève du ministère rwandais des Affaires étrangères. Donc, ces confusions font perdre, ça fait des grands changements, mais intronisés par cette volonté de dissimuler, d'escroquer, de voler. Et même dans le rapport, on a dit que les 20 millions qui ont été concédés, ils ont dit que c'était un risque de fraude, qu'il y a de la fraude là-dedans, parce que cet argent n'est pas transité par les voies habituelles. Donc, ce paiement a été fait de gré à gré, sans transiter par les marchés publics. Donc, tous les éléments sont réunis pour qualifier cette histoire de vol. Parce que normalement, quand il y a des marchés publics, il n'y a pas de gré à gré. On fait un appel d'offres de marché et il y a des concurrents qui viennent et quand ils remplissent des conditions requises, eh bien, ils gagnent le marché. Mais un marché public de gré à gré de tant de millions, ça fait perdre la boussole. Donc, pour moi... Les nouveaux dirigeants qui auront le dossier, ce dossier à gérer, ils sont vraiment avisés. Non, il pourrait être, enfin, s'ils s'avisent à l'adopter comme ils disent qu'ils veulent s'en prendre aux réfugiés, aux demandeurs plutôt aux migrants, que ça fait leur priorité. S'ils veulent se battre avec les migrants se défendront aussi. Et je suis sûr qu'ils y perdront parce qu'avant son gouvernement, il y avait des migrants. Les gens commençaient à migrer depuis le début de la création. Et reprenaient l'exode. Ce n'est pas aujourd'hui. Et ils finiront et ils les sauront, les migrants. Donc, s'ils veulent, ils ont des dossiers sérieux sur lesquels ils devraient s'occuper, mais ce dossier de migrants, il est déjà traité. Je vous dis qu'il est aussi vieux que le monde. Et les règles qui le régissent sont aussi vieilles que le monde aussi. S'ils s'amusent à les violer, le monde va les violer aussi. Voilà. Mon conseil, c'est que le droit d'asile doit être maintenu en l'état et doit mériter la protection de tout le monde. Merci, M. Théobald Rutirunza, pour ces avis ou ces conseils avisés donc aux nouveaux dirigeants britanniques qui auront encore une fois les fonctions que leurs prédécesseurs occupaient, les prédécesseurs qui ont rendu ce dossier problématique. Alors, merci pour ces conseils. Terminons par l'ambassadeur d'Exima, Marie Vianney, diplomate de carrière, qui voit le problème en grand, qui est aussi militant des droits de l'homme.
Comme un administratif, quel conseil vraiment donneriez-vous aux nouveaux dirigeants qui vont remplacer, donc, je vais dire, Madame Liz Truss, Madame Liz Truss, qui va remplacer Boris Johnson, et certainement un autre fonctionnaire qui va remplacer Madame Patel. Je vous remercie beaucoup pour cette question qui a plusieurs facettes, en fait, et je fais mienne les observations données par et les conseils donnés par Théobald de Tirunza. Moi, je vais m'adresser aussi, et surtout aussi, à nos compatriotes et à tous nos amis, et à tous les activistes et défenseurs des droits humains. Pour une fois, le principe des droits, plutôt le principe d'unité qui fait cette force dont on a tant besoin, s'applique vraiment. Nous devons nous mettre ensemble, fédérer nos actions, nous battre aux côtés des organisations des droits de l'homme comme Amnesty, comme Human Rights Watch et d'autres, se battre ensemble, leur fournir toutes les informations à notre disposition pour faire échouer ce projet, mais pour aller plus loin, pour que ceux qui ont chipoté, entre guillemets, le terme n'est pas bon pour une émission comme celle-ci, mais je veux dire ce que les gens disent avec chipoter, ils ont vraiment chipoté, eh bien, pour qu'ils soient sanctionnés, parce qu'ils ont mis en danger la vie d'êtres humains. Ils ont lancé un projet de trafic d'êtres humains qui n'a pas encore réussi, mais qui est toujours sur la palette. Donc, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on mette nos énergies ensemble, qu'on fasse jouer la synergie dont je parle tout le temps, et si possible, pour qu'on obtienne une commission d'enquête. Au niveau de l'Europe, bien sûr, il y a eu l'arrêt de la Cour européenne des droits humains, des droits de l'homme, mais est-ce que ça suffit? Il faudrait très probablement qu'on sache ce qui s'est réellement passé à Londres, autour du cabinet de Mme Patel, et à Kigali. Vérifier les témoignages de ces deux jeunes gens et d'autres qui n'ont pas pu s'exprimer ou qui ont peur de le faire. Il faut qu'on sache vraiment ce qui se passe dans ce pays. Au Rwanda, le trafic de ces réfugiés et migrants qui arrivent au Rwanda et qui repassent. On a plusieurs témoignages, une fois encore, écrits. Pas des témoignages comme ça pris au vol, non. Des témoignages écrits de personnes existantes dont on a les adresses, dont on sait où ils vivent, et qui vous retracent tout leur itinéraire depuis Éthiopie, depuis l'Érythrée, en Israël ou en Libye, transférés au Rwanda, et puis se retrouvent de nouveau en Grèce et ailleurs. Et ce réseau de trafic humain existe. Il existe. Ceux qui ne sont pas envoyés en Ouganda pour repartir, eh bien, ils sont utilisés comme chair à canon dans les différentes rébellions de la région. Ça aussi, malheureusement, c'est prouvé, il y a des anciens militaires du FPR qui vous le disent. Aujourd'hui, il y a des Érythréens, il y a des Éthiopiens, en tout cas, qui aident d'une certaine manière le M23. Il y a même des personnes qui sont connues au Rwanda, qui ont comme tâche d'apprendre le Kinyarwanda à ceux des migrants ou des réfugiés qui arrivent au Rwanda et qui sont destinés au camp militaire, au camp de recrutement, pour qu'ils puissent s'exprimer un peu en Kinyarwanda. Donc, c'est une organisation criminelle. Et donc, cette chair à canon, c'est les réfugiés. Nous devons tout faire pour que ce trafic cesse. Et si on le fait ensemble, d'abord nos organisations des droits humains au niveau de notre pays, mais aussi les organisations des pays voisins, maintenant que le Congo est concerné, que des réfugiés congolais sont en train d'être forcés à rejoindre le M23, c'est un dossier qui nous appartient et qui nous met devant nos responsabilités aussi parce que c'est fait par notre pays. C'est le Rwanda qui finance, c'est le Rwanda qui parraine toutes ces opérations du M23. C'est vraiment le message que je voulais lancer.
Quant aux politiques, les hommes politiques ou les femmes politiques britanniques, il faut qu'ils fassent attention. Que cela ne vous étonne pas si demain, ou bientôt, ou déjà, Mme Pratel ou l'ancien Premier ministre, que cela ne nous étonne pas un jour s'ils deviennent les conseillers de Kagame dans des matières que nous ne pouvons pas savoir, mais vous les verrez probablement faire des allers-retours à Kigali et puis gagner leur vie sur le dos des Rwandais et des réfugiés. Voilà, j'en termine là. Vous avez raison de nous appeler à finir vite parce que l'heure est passée. On avait aussi prévu d'autres. Merci beaucoup, Aloïse, de nous avoir conviés à cette émission. C'est moi qui vous remercie, ambassadeur de Guijimana Jean-Marie Vianney, monsieur Théobald Honza. Je rappelle que vous êtes des gens réguliers sur Radio Rumuri, pas parce que vous êtes disponible, mais parce que vous avez beaucoup à apporter à certains dossiers, notamment celui dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci donc pour votre contribution à mon nom personnel et au nom de mes collègues de Radio Rumuri. Nous vous sommes reconnaissants et nous souhaiterions vraiment que chaque fois que nous avons recours à vos connaissances et à vos compétences, vous puissiez toujours continuer à être disponible. Merci donc, je vous dis bonne soirée chez vous et à la fois prochaine. À vous autant. À vous autant et avec plaisir. Merci.